Dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, 3 cours d'eau dessinent le paysage. La Tinée et la Vésubie alimentent le Var. La Roya, elle, se jette directement dans la Méditerranée. 2 rivières et un fleuve, d'ordinaire paisibles, au bord desquels des villages se sont construits au fil du temps. Mais dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, la Roya, la Vésubie et la Tinée se sont réveillés et sont sortis de leur lit. Un épisode méditerranéen exceptionnel s'est alors abattu sur les Alpes-Maritimes. Entre 500 et 600 mm d'eau, soit la moitié des précipitations annuelles en quelques heures. Le 3 octobre au matin, le soleil brille, le ciel est clair, mais au sol, les dégâts sont immenses. Routes disparues, ponts détruits, maisons emportées. Des villages se retrouvent coupés du monde. Les dégâts causés par la tempête Alex sont les plus importants que la France a connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Après les images chocs, relayées par les médias et les réseaux sociaux, il n'aura fallu que quelques jours pour voir des dizaines, puis rapidement des centaines de personnes se mobiliser et rejoindre les communes de l'arrière-pays. Il y a eu ce phénomène de sidération. Et puis après, je crois que c'est le mardi-mercredi, le téléphone saturé, les emails, on n'arrivait pas à les suivre, où les gens me disaient « Mais comment je peux aider? Je veux venir, où est-ce que je peux? Est-ce que vous pouvez m'abriter ?» Jean Stellitano, Secours populaire français. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes aussi, qui nous ont aidés les premières semaines pour pouvoir nous aider à apporter l'aide. Je pense qu'il y a plus de 100 personnes. Donc c'est super, hein, ouais, il y a plein de monde, les gens sont venus de partout, je veux pas rencontrer tout le monde. Très rapidement, les gens ont eu envie d'aller aider dans les vallées. Silène Picot, Week-end solidaire. Et des gens se sont regroupés, donc Gilles Marsala et Philippe Roustan, ils ont créé ce collectif dès le 7 octobre et en essayant de mettre ensemble tous les gens qui voulaient aider et donc de monter dans les vallées à plusieurs dizaines, voire centaines de personnes chaque week-end. Le collectif a grandi comme ça jusqu'au mois de décembre et au mois de décembre, l'association a été créée. Hé papa! Où est-ce we are? L'association, c'est les Week-ends solidaires, plus connue avec ses initiales, les WES. Donc aujourd'hui, c'était mon tout premier jour avec WES. Et franchement, je vois des gens motivés, souriants. Personnellement, j'étais vraiment très touchée par ce qu'on a vu. Et c'est des endroits qu'on connaît et qui nous sont chers. Et voilà, pour moi, c'était naturel de me rendre utile. Ça pouvait être du raccordement de l'eau à un particulier sinistré. Sophie Schex, Week-end solidaire. Ça pouvait être raccorder l'accès avec une construction de pont avec des partenaires d'entreprises qu'on pouvait avoir. C'était débroussailler, c'était aussi attirer l'attention sur l'accès. C'est-à-dire qu'il y avait dans la Royale, il y avait la vallée du Queyros et le Casterino, justement, où les villageois n'avaient plus d'accès. À Roquebière, j'étais avec un copain, on cherchait la pisciculture, on a vu une personne, on a demandé où se trouvait la pisciculture et il nous a dit « vous êtes dessus ». On ne voyait rien, tellement c'était recouvert de tout. Bon.
Et ça a commencé comme ça. Je crois qu'il y avait près de 30 tonnes de poissons. Et tout ça a été broyé. Hein, ça sentait vraiment très mauvais. On se dit, on ne peut pas laisser ces gens-là. Moi, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, mais je ne peux pas me contenter de ça. J'ai besoin il faut que j'aille aider ces gens-là. J'ai vraiment voulu participer à cet élan de solidarité parce que j'avais vraiment envie de me rendre utile et d'aider les gens qui ont subi cette catastrophe. Aide aux sinistrés, son ADN, c'était plutôt les travaux publics, mais chez les particuliers. Wilfried Bricourt, aide aux sinistrés. Au début, c'était tous les week-ends, vacances et même semaines, hein, parce que après la première année, on a tous passé le temps là-bas, autant qu'on était en période de confinement, donc on avait du temps à donner encore plus qu'à l'ordinaire. Et la deuxième année, c'était plutôt week-end et vacances, effectivement. J'ai passé mes RTT, j'ai passé mes congés, j'ai passé mes week-ends sur la première année. Mais ça, c'était une volonté de ma part. Hein. Voilà, je sais qu'il y avait beaucoup de besoins au départ, il fallait être réactif. La population était en souffrance totale, donc il fallait être présent. Il faut savoir que début novembre, les inscriptions pour les chantiers ouvraient le mardi à 19h. À 19h05, les 200 places étaient complètes en règle générale. C'était vraiment un petit peu la course aux inscriptions. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient envie d'aider. Le chantier qui m'a le plus marqué, c'était dans mes tout premiers chantiers parce qu'il y avait encore énormément de boue, beaucoup de destruction. On était à Saint-Martin-Vésubie, il y avait vraiment 70 cm de boue de partout. Je ne me rappelle plus exactement l'endroit, on avait fait beaucoup de puits. Mais c'était très impressionnant. Allez, allez! Quand on a des catastrophes naturelles, des événements tragiques, on a une mobilisation des citoyens, des associations qui, d'intuition, j'ai presque envie de dire, se mettent au service des autres. Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées. Mais dans le cadre de la tempête Alex, on a eu là un élan tout particulier avec de multiples associations, des week-ends solidaires, la mission Trekker, le secours populaire et d'autres, le secours catholique. Sur les chantiers, chaque bénévole porte les couleurs de son association. On a eu des week-ends où il y avait effectivement le déploiement d'une petite armée sur le terrain. Ça se faisait assez naturellement, je trouve, parce qu'en fait, on avait tous des compétences différentes. Agnès Payette, week-end solidaire. Les trekkers, justement, c'est sac à dos, ils montaient à pied, ils allaient faire du trekking, dormir pendant 3 nuits dehors. Ça, c'était vraiment plutôt leur ADN à eux. Avec Wilfried, c'était plutôt ceux qui étaient outillés, matos lourd, des pelles, ils avaient vraiment tout le matériel pour tout ce qui était lourd. Et les week-ends solidaires, c'était plutôt les mains. Et vous pouvez mettre toutes les machines de la terre. S'il n'y a pas les mains, on ne fera jamais les finitions, on ne fera jamais tout un tas de choses qui peuvent être faites qu'à la main. Parmi les bénévoles, certains ont eux-mêmes été touchés par la catastrophe. Des habitants des vallées qui ont décidé d'unir leurs forces à celles des associations. C'est le cas d'Anne-Laure Carrega, à Sospel, qui a rapidement rejoint Mission Trekker. Vraiment merci de tous regrouper. Pour moi, c'est inattendu et très émouvant. Merci. La maison a été inondée et à l'extérieur, j'ai 3 pestanques en fait, qui se sont effondrées et ça a créé des coulées en quelque sorte jusqu'à mon chemin d'accès. Et le chemin creusé à chaque pluie, ça creusait davantage l'accès. Anne-Laure Carrega, Martial Lyonnais, Mission Trekker. J'ai mis spontanément mon terrain à Sospel à disposition et finalement mon terrain a servi au départ donc à Martial qui montait sa première mission et qui avait besoin d'une arrière-base pour implanter des tentes avec donc 30 ou 40 trekkers. Donc j'ai dit ma foi pourquoi pas du moment que ça aide, ce ne sera pas des moutons, ce sera des trekkers mais c'est très bien aussi. Voilà donc en fait mon premier engagement était vraiment en tant que bénévole. Ensuite j'ai rejoint effectivement la mission sur le terrain. Anne-Laure n'est pas la seule à mettre ses locaux à disposition pour venir en aide aux associations. Nous avons décidé d'ouvrir une antenne à Saint-Martin-Vésubie et d'ouvrir une antenne à Breil. Sur Saint-Martin-Vésubie, on a eu la chance, un propriétaire nous a mis à disposition
gratuitement un local. On a pu le garder pendant 6 mois sans payer le loyer. Et on s'est installé, on a fait une épicerie, un endroit où on pouvait laver le linge, sécher son linge et avoir des vêtements. À Breil, c'est Emmaüs Roya qui, dans un premier temps, nous a prêté ses locaux. On a pu aussi ouvrir une épicerie. C'était un point de ravitaillement pour pouvoir après acheminer sur Tende le matériel. Rapidement, les associations s'organisent. Elles sillonnent les vallées, rencontrent les habitants, évaluent les dégâts et planifient les chantiers à venir. En semaine, Agnès, moi et d'autres personnes de l'organisation allaient sur le terrain, voir l'état des lieux, faire un état des besoins et ensuite organiser les missions, les chantiers chaque semaine. Avec les moyens appropriés, avec tous les bénévoles qui voulaient participer. Ouais. Je suis chez Marie-Noël. Bah oui, mais t'es encore en train de manger. J'ai fait 2 heures de rando. Bah oui, bien sûr. Dans la montagne. Là, Maintenant, elle fait des visites de chantier en mangeant. Faut pas oublier qu'on était dans les vallées, donc plutôt des mentalités de montagnards. Et donc nous, notre travail, c'était plus d'aller les chercher, d'aller leur proposer que des parfaits inconnus viennent envahir leur jardin ou leur terre pour les aider à reconstruire. Ce qui était complètement dingue pour eux parce que c'est pas habituel. C'est des vallées où effectivement ils sont solidaires entre eux, mais par contre laisser rentrer des étrangers chez eux pour les aider, c'était pas du tout commun. Ainsi, chaque samedi, les week-ends solidaires amènent dans les vallées des dizaines de bénévoles pour une journée de réparation, toujours dans la bonne humeur. Ouais, c'est un jour. Ouais, toujours. Voilà, donc il y a un peu de taf, de la pioche, de la pierre. Et bonjour. Les 12 travaux de Hercule. Exactement. Quand on a vu la catastrophe dans la vallée de la Roya, quand on a vu les effets de la tempête Alex, on s'est dit on ne peut pas laisser cet événement se passer sans qu'on aille voir ce qu'on peut en apprendre. François Grunewald, groupe Urgence Réhabilitation Développement. Et on a vu émerger un élément majeur qu'on avait commencé aussi à repérer dans d'autres catastrophes, qui est la dynamique de l'entraide solidaire. Alors ce matin, on va faire une canalisation. Donc on va creuser environ 30 cm de profondeur pour passer un tuyau d'eau. Pour raccorder la maison. Et là, il y a 250 mètres à creuser. Deuxième journée sur le bassin, avec tous les potes. C'était super, un gros investissement, beaucoup de bénévoles, 65 personnes pour monter le béton, 3 mètres cubes et demi montés en seau. Royal, tous les gens du quartier vont pouvoir bénéficier de l'eau du vallon, bien que ce soit la sécheresse. Cette entraide solidaire qui prend des formes très variées, depuis l'aide du citoyen à l'autre citoyen qui lui donne de l'eau et à manger, depuis les élus qui quittent leur rôle d'élu pour trimballer de la terre et décharger, les pompiers, les services techniques. Je vous l'ai montré des dizaines de fois. Je vous montre une fois pour toutes comment on fait. Geste et posture. On prend la pelle, on met l'intérieur de la pelle, l'intérieur de la jambe, les cuisses là. Et c'est avec la cuisse qu'on pousse, voilà. Et on vient bien là, avec les jambes, et là on jette. Voilà. Est-ce que physiquement c'était quelque chose de compliqué? Alors physiquement oui, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une pelle et une pioche. Maintenant compliqué non, parce que j'étais tellement encouragé que voilà, c'était éreintant, mais en même temps c'était un plaisir. Au début, toutes les tranches d'âge sont représentées parmi les bénévoles. Enfants, adultes, retraités. Les métiers sont divers aussi, conséquence notamment des périodes de confinement. Alors ceux qui sont nouveaux, levez la main, s'il vous plaît. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. J'étais avec mes parents et mon frère et on a nettoyé le Boréon. On a enlevé plein de tuyaux, de câbles électriques, de sapins de Noël et de guirlandes. Donc l'association de Sistré est composée d'une centaine de bénévoles. Sur les 3 ans, on est intervenu sur 80 missions, composées de tout âge. Le plus jeune avait 8 ans, le plus vieux avait plus de 70 ans. Et ça allait de la Suisse jusqu'à
la région Alpes-Côte d'Azur. Parmi ces bénévoles, on avait essentiellement des gens qui étaient professionnels dans le métier, c'est-à-dire qu'on avait des conducteurs de machines, de pelles, on avait des chauffeurs de camions, on avait des chefs de chantier, voilà, donc issus du bâtiment ou des travaux publics. La moyenne d'âge, à l'époque, elle était de 40 ans, à peu près. Et il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y avait 60% de femmes quasiment pour 40% d'hommes qui sont montés. Un petit peu toutes les professions, mais la tempête Alex, elle a eu lieu pendant un confinement, à une époque où il y avait beaucoup de professions qui ne pouvaient pas travailler. Donc on avait beaucoup de gens de la restauration, beaucoup de gens du spectacle qui ne travaillaient pas et donc qui étaient plutôt disponibles pour venir. Il me faut quelqu'un qui sait couper le bois exactement comme il faut parce que ça va être du sur-mesure. Que ce soit bien sur mesure, si tu sais faire, c'est bon. Nous, on était très à cheval sur les notions de sécurité, donc déjà à minima, ils n'avaient pas le droit de venir sur un chantier sans avoir à minima des chaussures de rando. En fait, on leur faisait leur backpacking avec l'eau, la nourriture. Tout était organisé de manière à ce qu'on prenne a priori le moins de risques possible. Et puis ensuite, sur les chantiers, au fur et à mesure, on allait voir tous les bénévoles et on leur attribuait des tâches en fonction de ce qu'ils avaient plus de facilité à faire. Et en fait, petit à petit, on a détecté les compétences de chacun. Et puis, comme c'était tout le temps les mêmes qui revenaient, on adaptait sur les chantiers. On savait qui avait quelles compétences et on les mettait chacun à leur poste. Donc, on va finir de le fixer. Il y a des chevilles déjà dans le béton. On va enlever et fixer. Ici, on va mettre un poteau vertical, le même, pour faire le début. Sur le chantier aussi, tout était chronométré. On savait exactement où on allait, même si souvent les bénévoles arrivaient le matin en disant « mais non, comment tu veux qu'on fasse un mur là ?» Et qu'à la fin de la journée, on avait un mur. Ça passe ou pas? Pour ces femmes et ces hommes, chaque mission n'est pas qu'une question de solidarité. C'est une véritable aventure humaine. On a toujours besoin de monde, de bénévoles, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et que le collectif, voilà, aujourd'hui on fait un canal, ce matin on est arrivé, tout était sous les broussailles, on voyait absolument rien. Et à midi, on a déjà quasiment tout dégagé. C'est très impressionnant et on ressort de là avec beaucoup d'énergie et on rencontre des gens formidables. J'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en participant au chantier et j'ai pu découvrir ainsi tout ce qui avait touché la Roya et les sinistrés. Et ça me permet du coup d'aider les gens de la région et c'est très agréable à faire et je suis très contente de pouvoir le faire. On a tout nettoyé, le terrain. Voilà. Ouais, tout est propre. On a même récupéré du terrain parce que là, on était dans le vide ce matin. Hein? On était dans le vide ce matin. Oui, on était par là. On était où? Vas-y, montre-moi. On était là. On était là et là, on y a récupéré quand même un peu de terrain. Voilà. On s'attendait pas vraiment à ça. On pensait plus qu'on allait ramasser des déchets dans les canaux. Et finalement, on a déplacé des pierres, on a pu voir notre travail progresser au fur et à mesure du temps. On a vraiment fait du travail physique comme on est habitué à faire et on a très bien travaillé. Et le plus beau moment de la journée, c'était quoi pour vous? Je pense que c'était quand on a commencé à installer le tuyau, après avoir mis toutes les pierres bien à plat et fait un chemin pour qu'il puisse passer, quand on a pu voir à quoi servait notre travail. Quand la mission devient trop complexe, trop physique aussi, ce sont les trekkers qui prennent le relais. Véro, le sourire, bien. Habitués des randonnées, ils peuvent être autonomes, partout, sous tente, pendant plusieurs jours. Beaucoup de maisons étaient complètement enclavées, avec plus aucun accès routier, donc personne ne pouvait ni aller ni venir en transport. Et la seule possibilité d'accès, c'était à pied, par des sentiers parfois un petit peu compliqués. Et c'est pourquoi l'expérience de la montagne a permis de monter sac à dos bien rempli vers ces habitations et vers ces personnes qui finalement n'étaient pas encore ravitaillées, même par les tournées d'hélico qui n'étaient pas encore en place.
On est arrivé à des sacs de 30 kg pour certains, chargés au maximum, avec toutes les denrées de première nécessité. Donc c'était effectivement des gens relativement physiques. On a eu des pompiers, on a eu des cordistes, on a eu des professionnels de la montagne. Et puis au fur et à mesure des missions, on a élargi les compétences. On s'est rendu compte qu'on avait besoin par exemple de menuisiers, d'ébénistes pour aider à reconstruire des passerelles ou des corps de métier liés à la construction, aux travaux publics même. Bonjour, vous êtes à la mission 53 Trekker sur la phase numéro 5. Et donc on va s'immerger dans ce chantier de ce dimanche 28 mai. Au départ, on s'est vraiment débrouillé avec nos fonds personnels et simplement notre bonne volonté. On n'a pas du tout bénéficié des aides post-tempête du début. Ça, c'est arrivé plus tard. Donc tout a été fait vraiment avec des bouts de ficelle, avec vraiment notre astuce et notre bonne volonté. Voilà, par exemple, dans le vallon du Kéros, on a construit sur un week-end 8 passerelles. On a trouvé les matériaux sur place, on est venu avec nos clous, nos tronçonneuses personnelles, nos marteaux, enfin voilà, tout ce qu'il fallait, c'était notre matériel. Et ensuite, sur place, on récupérait des palettes égarées, des choses comme ça, pour pouvoir faire 8 traversées du ruisseau, enfin du torrent même, du Kéros, pour que les habitants puissent traverser et monter et descendre au moins à pied, ce qui n'était pas du tout possible. Tous les gens que je voyais arriver à la gare de Breil, on leur distribuait des pelles, des gilets, des casques, et hop, ils partaient avec la brouette pour... Et puis ils passaient 2 jours, 3 jours à terminer les mains un petit peu en lambeaux pour ceux qui prenaient pas de gants, et qui repartaient à leur vie quotidienne. Et puis qui revenaient le week-end d'après, j'en ai interviewé quelques-uns qui me disaient, en fait, ça donne du sens, on n'a pas pu être là pour aider à la tempête à l'Est, on est là pour aider à l'après. Fin 2020, alors que la France peine à sortir de la pandémie de Covid-19 et que les déplacements restent limités, un dialogue quotidien s'instaure entre associations, autorités et habitants sinistrés. Ma lettre de mission que le Premier ministre m'a adressée était assez simple. L'objectif, c'était pour moi de coordonner la gestion de crise et la reconstruction. Et j'étais placé auprès du préfet des Alpes-Maritimes. C'était la deuxième vague Covid. Ça a évidemment compliqué notre action au quotidien. Et très rapidement, avec le préfet des Alpes-Maritimes, on s'est organisé avec les associations pour valider des listes de bénévoles qui souhaitaient se rendre sur le terrain. Et donc on a établi, là encore une fois, une coopération extrêmement fine. Nous avions tous des autorisations de circulation signées par le préfet dans le cadre de l'association qui nous permettait d'y aller. Après, évidemment, on travaillait avec les masques, ce qui n'était pas toujours simple selon la taille du local, etc. Mais bon, ça faisait partie des règles. On avait des règles d'hygiène, des gels, et beaucoup de choses comme ça à respecter. Ici, le soir de la tempête Alex, ça a été l'apocalypse. Donc tout a raviné de tous les côtés, du haut jusqu'en bas. Il y avait une déchetterie qui se situait en amont du vallon qui a explosé. On avait une cellule qui était aussi mise en place avec les WES et Mission Trekker. Donc pareil, on a fait plusieurs visios où on rendait un petit peu compte de ce qu'on faisait. J'avais un mode de fonctionnement très direct. Et j'avais donné mon numéro de portable aux différents acteurs et ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages, des mails quand ils le jugeaient nécessaire et moi-même je les contactais pour leur dire est-ce que là tu as vu qu'il y avait telle situation, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc on a vraiment eu une coopération qui était quotidienne et qui était très efficace à la fois dans l'esprit et tourner toujours vers des actions très concrètes. Sur ces chantiers, les bénévoles ont pu compter sur le soutien d'entreprises locales. Pascal, pendant combien de temps? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Il est venu tous les jours avec son équipe, d'où c'était tout Bar-sur-Loup, donner à manger à tous les bénévoles et les gens qui n'avaient plus de quoi ici, qui étaient en pleine galère. Voilà. Gratos, il a monté carrément une cuisine et t'as servi combien de repas par jour? Oh, on était à 100, 150. Le collectif des entrepreneurs est venu également prêter main forte. Il y a des trucs qui sont partis à la flotte et qui ont été emportés. Partis, oui. Tractopelles qu'on a retrouvés dans le lac, des remorques dans le lac, tracteurs qu'on ne sait pas où ils sont, des gros tracteurs à pneus.
l'idée c'est de donner un petit coup de motivation pour lui montrer que peut-être son entreprise va pouvoir repartir, l'aider. On voit cet espace-là, l'idée c'est que peut-être que on va nettoyer toute cette partie-là toute la journée. Plus haut dans la vallée, voici sans doute les travaux les plus impressionnants réalisés par les bénévoles. La création de 2 ponts à Saint-Dalmas-de-Tende et à Breil-sur-Roya, permettant à des habitants de rejoindre leur maison de l'autre côté du cours d'eau. Pour effectuer ces travaux de BTP, une autre entreprise est intervenue. Vinci Construction et ses filiales locales. Alors l'histoire a commencé par un coup de téléphone de Gilles Marsala, qui venait de créer des week-ends solidaires et il avait besoin d'études techniques. Lionel Gineste, Vinci Construction. Il m'a appelé pour me demander si je pouvais venir l'aider pour faire ce montage et pour faire les calculs d'une passerelle qui passerait au-dessus de la Roya. La passerelle fait quand même 30 mètres de portée, donc c'était déjà un bel ouvrage. Pour donner quelques ordres d'idées, on a coulé plus de 15 mètres cubes de béton à la bétonnière pour réaliser ces ouvrages, pour que derrière on puisse poser la passerelle. Et le deuxième ouvrage, c'est celui sur lequel on est, pour désenclaver Roseline et Salvatore, qui est une passerelle en bois également. Il y avait eu 3 phases pour le pont à Saint-Dalmas, il y a eu 2 phases pour le pont ici. Et chaque fois, c'était plusieurs dizaines de salariés qui venaient bénévolement sur leur temps personnel, ils ont monté le week-end, pour venir faire ces ouvrages. En parallèle de ça, tout ce qui était calcul des ouvrages, etc., avait été fait par des salariés de l'entreprise dans le cadre de leur travail. La grosse particularité de ces chantiers, c'était principalement l'accès. On avait quelques centaines de mètres à faire à pied, en brouette, en petit moyen, pour amener tous les matériaux sur site. Et tous ces matériaux ont été amenés à la main. À l'exception de cette passerelle où on avait eu l'aide d'un hélicoptère qui avait permis de livrer tout le bois de la passerelle à l'hélicoptère, mais tout le reste des matériaux avait été livré à la main. Ce pont était indispensable parce que nous marchions sur une petite passerelle de 3 planches qui avait été faite par le service technique de la mairie. Et pour faire les commissions et puis pour rentrer à la maison, c'était très dangereux parce que ça surplombait la rivière, mais au ras de la rivière. Les travaux avec les bénévoles ont été formidables parce qu'on a pu échanger avec beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas. Et donc, pour nous qui sommes tous les deux, ça a été bénéfique parce qu'on a pu faire de belles rencontres. Donc voilà, on est rentré. On a été accompagnés par certains de nos fournisseurs, de nos sous-traitants. Je pourrais citer Garelli, Costamania, qui sont venus nous aider, qui ont fourni des matériaux, qui ont fait une partie des travaux aussi que nous, on ne savait pas faire tout seul, et qui nous ont aidés à monter, mais en aucun cas, nous n'avons reçu aucune rémunération pour faire ces opérations-là. Cette expérience m'a d'abord amené à rencontrer des gens magnifiques, que ce soit Gilles des Week-ends Solidaires, que ce soit Martial de Mission Trekker. C'est des personnages humains qui apportent énormément de choses. Et je dirais, ça m'a conforté dans le fait que dans des entreprises comme la nôtre, ce sont des humains qui font l'entreprise. Et ces humains-là, quand on leur parle de bénévolat pour aller aider des gens qui sont dans le besoin, ben ils sont là. Au-delà de l'aide humaine, ces travaux ont mobilisé des moyens financiers importants. Logistique, matériel, transport des bénévoles, aide individuelle aux habitants. Dans cette situation d'urgence, un acteur clé a permis aux associations de financer leur mission. Le Secours populaire français. On s'est rapproché du Secours catholique et de la Croix-Rouge pour leur dire, écoutez, nous on a une équipe, on a des antennes. Vous avez aussi reçu des fonds. Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Et donc on a décidé de travailler sur un dossier unique. Et donc chaque fois qu'un dossier arrivait au Secours populaire, on le partageait avec le Secours catholique et on cofinançait avec la Croix-Rouge, Secours catholique. Et ça, c'est une méthode de travail innovante, première fois. Chacun gardait son libre arbitre, chacun décidait du montant, mais au moins on facilitait avec une seule porte d'entrée pour les sinistrés. Le nombre de personnes qui ont pu être aidées était bien plus important en unissant nos forces
plutôt que chacun de notre côté, avec des risques de redondance. Donc Gilles Marsala a créé les week-ends solidaires et on a, nous, décidé de lui donner des fonds au week-end solidaire. Ce qui a permis au week-end solidaire de trouver tout de suite de la légitimité. On a donné les premiers achats de pelles, de pioches que les week-ends solidaires, c'est via le Secours populaire. Et on a fait la même chose avec l'aide humanitaire et puis la même chose avec les missions Trekker. Les financements d'associations sont arrivés pareil au fil de l'eau. Moi, j'ai levé des fonds d'abord du côté du Vaucluse que je connaissais. Ensuite, le Secours populaire nous a aidé un petit peu aussi. Et le département, il y a aussi beaucoup de particuliers. Toutes les actions qu'on a réalisées, que ce soit une passerelle pour désenclaver dans la Lavina, chez Anne-Nord aussi, et les murs en gabion que nous avons réalisés, c'est souvent des missions à 20 000 €. Et donc 20 000 €, c'est à chaque fois ce que la Croix-Rouge... Alors on faisait en fait en commun, c'est-à-dire la Croix-Rouge, le Secours catholique effectivement et le Secours populaire français. Et en fait chacun donnait 7 ou 8 000 € pour aider un sinistré. Une mobilisation et une coordination entre associations rendues possibles grâce aux nombreux dons reçus. Il y a eu effectivement des dons des particuliers qui nous ont envoyé de l'argent. Et puis aussi une grande mobilisation des autres fédérations du Secours populaire. Une 50aine de fédérations se sont mobilisées, nous ont envoyé de l'argent. Il y a eu l'intervention de Julien Doré. Alors, tu as vu le désastre? Ouais, on est monté là, c'est... Incroyable, tu es allé voir là-haut sur le... Ouais, on est monté sur la route carrossable, là, au cœur de... Le chanteur a ses attaches dans la Vésubie. En découvrant l'arrière-pays azuréen dévasté par la tempête, Julien Doré a rapidement organisé une grande tombola pour récolter des fonds. La plus grande, il n'y a jamais eu d'équivalent. La plus grande tombola en ligne en France, 932 000 €. Extraordinaire, il a tous ses copains, Cabrel, des sportifs. Tout le monde est venu aider à donner un petit objet pour pouvoir le mettre dans cette tombola. Et donc au mois de décembre, effectivement, 932 000 € qui arrivent pour aider les sinistrés. Dans les heures qui ont suivi la tempête Alex, l'une des craintes des habitants était d'être oubliés. L'arrivée en force de dizaines et dizaines de bénévoles a rapidement dissipé cette inquiétude. Systématiquement, quand j'en parlais avec les élus ou avec les personnes sinistrées, elles retrouvaient tout de suite le sourire. C'était ces actions, beaucoup de chaleur humaine qu'on leur apportait, c'était un regard, c'était une attention, c'était du temps. Et en fait, tout simplement, c'était un message qu'on leur adressait en leur disant « vous n'êtes pas seuls, on est là ». Et il y avait une humanité qui se dégageait de tout ça, qui vraiment forçait l'admiration. Je remercie déjà tous ces bénévoles qu'on a eus et au contraire, j'espère qu'on en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, il y a besoin là. Qu'on ne se sente pas abandonné surtout, parce que franchement, ce sont déjà super, super, super. Ça nous fait repartir sur un avenir qu'on ne voyait plus. Bravo! Je suis extrêmement, non seulement satisfait, mais surpris de la qualité, de la rapidité du travail qui a été effectué par votre association et tous vos membres. C'est vraiment incroyable. On n'aurait jamais imaginé qu'en une seule journée, vous puissiez faire autant de choses. Là où il aurait fallu des mois de travail pour tout remettre en état, les bénévoles, portés par l'urgence et la solidarité, interviennent dans des délais records. Eh ben, c'est juste la folie, quoi, en fait. On a gagné 2 mois de travail en une journée. Ah, ça, c'est important que vraiment, si tu le... On a fait des trucs impossibles à faire à 2 ou 3, là. Voilà, il se passe des choses incroyables après la tempête Alex, la contre-tempête Alex, les week-ends solidaires. Ça envoie du lourd. Hein. Les OS, c'est la 3e fois. La première fois, ils sont venus au mois de mai. Et c'est la 3e fois et j'ai l'impression de recevoir des amis. Et j'ai vraiment tout fait pour qu'ils soient bien reçus et qu'ils se sentent chez eux. Et je veux qu'ils se sentent chez eux maintenant. Et que même une fois tout ça terminé, qu'ils puissent revenir volontiers. Je les accueillerai toujours à cœur ouvert.
Grâce à la solidarité qui s'est faite autour de tout ça, j'ai pu souffler un peu par rapport à l'entraide qu'il y a eu de la part des OS, de la part du Rotary et des gens de Saint-Martin qui m'ont beaucoup aidé, autant moralement que financièrement, pour me relever. Voilà. Alors, je voudrais vous dire un grand merci à tout le monde de votre venue et de votre grande aide que vous m'avez apportée aujourd'hui pour tout le nettoyage que vous avez fait. Car sans vos mains, on n'en serait pas là. Ce qui est important pour moi, c'est de vous remercier, mais vous individuellement. Alors certes, sous l'effigie OS, mais vous individuellement. Voilà, pour ce que vous faites avec générosité, sincérité, simplicité, et voilà. Et merci d'être là. Bravo! Bravo! Si on a réussi à ouvrir cette supérette ce matin, c'est aussi grâce aux bénévoles. Les gens profitent pour les saluer parce que vraiment, votre engagement est absolument exceptionnel. La générosité que vous apportez dans les vallées, à travers les travaux que vous engagez, l'énergie que vous mettez, honnêtement, moi, je suis très impressionné. Ce sont des travaux qui sont très difficiles. Il faut enlever des végétaux, des branches, et il faut manipuler des gros poids, des grosses pierres, et vous seul arrivez à le faire du fait que vous êtes nombreux. Nombreux et volontaires surtout. Donc je suis très heureux, et puis c'est tellement sympathique. Moi j'aimerais vous revoir avec des parties de comment dirons-nous, de volley, de basket, un peu des amusements, pas toujours le travail, parce que c'est vrai que quand vous venez, vous travaillez beaucoup. Alors les gens chez qui on allait étaient toujours très surpris. Je pense qu'à aucun moment ils ne s'attendaient à ce qui allait se passer sur cette journée-là. Donc ils envisageaient qu'on allait dégager l'allée, dégager une pièce de la maison, et on est arrivé, on était 100 personnes peut-être. Tout était nettoyé dans la journée, on avait fait beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient. La grosse mission, je pense, emblématique, c'est à Casterino, justement, où on a coordonné nos forces avec Aide aux sinistrés, avec les trekkers, et on a mis des moyens logistiques incroyables pour pouvoir déjà amener le matériel, penser les chantiers à faire, amener des bénévoles aussi, alors qu'il n'y a pas de moyens de transport pour y aller. Il fallait passer par la montagne ou par l'Italie en bus, en train. Donc un chantier, on est resté plusieurs jours. Ouais. Qui a demandé des moyens logistiques tels que des hélicoptères pour acheminer le matériel. Donc ça c'est resté très impactant, et aussi ramener un peu de vie à Casterino. Déjà c'est un souci, alors Lyon, oui. Et c'était un chantier qui a marqué, à mon avis, je crois, tous les bénévoles qui y ont été, tous ceux qui ont encadré. Déjà il a duré 3 jours, voire une semaine pour certains bénévoles. Et c'est vrai que ça a permis aussi d'attirer l'attention sur Casterino et la restauration de l'accès aussi pour les aubergistes. Les gens, ils nous appelaient la tornade ouest, en fait, parce qu'on passait et c'est comme si une tornade avait tout nettoyé. Et c'est un mot, c'est rigolo, parce que plusieurs personnes chez qui on est allé, qui ne se sont pas parlé forcément, nous ont sorti le même mot, donc c'était assez rigolo. Alors avant la tempête Alex, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir des gens aussi solidaires, parce que vu dans la société dans laquelle nous vivons, où c'est chacun pour soi, je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui se mobiliseraient pour nous. Alors je voudrais dire à tous les bénévoles un très grand merci, parce que vraiment vous avez fait un travail formidable et vous nous avez permis de vivre normalement, comme avant. Mais vous n'avez pas idée à quel point ça peut nous faire, à quel point ça nous chamboule. Vous n'avez juste pas idée, donc ça c'est, les merci ne suffisent pas. Donc je vous le dis parce qu'on n'a pas inventé d'autres mots, mais vous êtes juste incroyables et voilà, on va essayer de pas pleurer. Et je remercie vraiment tous ces gens d'être là et d'être solidaire face à notre vallée, et qui a été vraiment durement touchée, mais vous servez de pansement. Vous guérissez bien toutes ces petites plaies, autant
sur les terrains, dans les maisons, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cœur et dans la relation que vous apportez. Alors à la fin des journées de chantier, on était bien fatigués, mais on était bien contents de ce qui s'était passé. Donc en règle générale, on arrivait quand même à avoir un bon vrai moment de bonne humeur tous ensemble, qui pouvait se manifester par un espèce de goûter partagé, plutôt festif, parfois autour d'un feu de camp, souvent avec de la musique. Et on garde ce côté un petit peu festif tous ensemble, avec notre cri de ralliement qui est « Ouest un jour, Ouest toujours ». C'est exceptionnel de voir comment cette solidarité a pu se mettre en œuvre. Et ça, tout a fonctionné. Vous n'avez pas entendu depuis 5 ans la moindre ombre sur l'action des associations. On entend des ombres par ailleurs, mais jamais sur l'action. Pourquoi? Parce que tout s'est fait dans la transparence. Tout s'est fait ensemble, en communion d'idées et surtout en concertation. Franchement, on a eu les inondations dans le Nord, on n'a pas perçu ce mouvement. C'est pas la même nature de catastrophe aussi. Je pense qu'il y a des effets différents en fonction de la nature même de la catastrophe. Mais effectivement, pour moi, et dans l'histoire du Secours populaire, cette tempête Alex était un exemple de mobilisation qu'on n'a jamais connu avant. Peut-être AZDF, mais rien d'autre. Alors c'est vrai que j'avais déjà vécu des phénomènes de cette ampleur-là, des catastrophes naturelles. Mais par contre, une solidarité entre bénévoles et entre autant de monde, jamais vu jusqu'à auparavant. Ça redonne foi en l'humain. On est plutôt dans une période où chacun vit pour soi. Donc là, j'avoue que ça redonne foi en l'humain. En tout cas, de faire des actions bénévoles au fil du temps. Avec des tire-fonds. C'est génial. Là, il est fixé avec tire-fonds et en plus, il est maçonné. Moi, à la base, je suis dans les ressources humaines, donc on va dire que j'ai d'autres relations avec l'humain à la base. Et du coup, j'étais très surprise que justement, parce qu'elles étaient dures nos missions. Je levais très tôt, on se couchait très tard. C'était physique, mais tout le monde était content d'être là, tout le monde était joyeux, tout le monde était. C'était vraiment un très très bel élan d'humanité. Je ne vous cache pas que ça m'a, moi personnellement en tout cas, bien rabiboché avec l'être humain au sens large. On a eu un élan très très fort de gens extrêmement déterminés qui se sont tournés vers les autres. Et encore une fois, dans une société où le regard est souvent tourné vers soi et une attention souvent très limitée aux autres, on a eu cet élan de générosité qui a été précieux et qui a été extrêmement important. Ils ont tous été merveilleux, ils ont tous été précieux et ils sont tous reconnus dans les vallées pour tout ce qu'ils ont fait, aussi bien du côté des habitants que des élus d'ailleurs. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont marquée. Je pense par exemple au camping de Roquevilliers, au gîte à Venançon. Ce sont des endroits qui ont pu réouvrir parce qu'on est allé très nombreux, de nombreuses fois pour les aider, et qui ensuite ont toujours répondu présents. Par exemple, donc Michel qui a des gîtes à Venançon, encore maintenant, quand on monte, elle nous prépare à manger, elle vient nous donner le café, elle vient toujours nous donner un coup de main quand elle peut, préparer quelque chose, préparer les pizzas, etc. C'est clair que je pense très souvent à eux. Michel, je pense à cette dame dans le Kéros où on était allé aussi, qui était extra. Je pense à Karine, bien sûr, Karine et Dominique. Ah là, oui, non, on a gardé le contact. Moi, je monte à Cacerino à peu près tous les ans. Michel, qui est évident que je vais devoir monter à Saint-Martin-Vésubie, mais avec plaisir. Alors, parmi les sinistrés, ce qui m'a touché, c'est d'être invité au mariage des enfants. Bon, ça m'a touché parce que du coup, on s'est retrouvés un peu dans la famille. Donc ça, c'était touchant. On a partagé du temps, on a partagé des repas. Effectivement, on a créé des liens qui sont plus profonds que des simples personnes qui viennent aider le temps d'un week-end. Entre les chantiers, une amitié sincère a pris racine au milieu des décombres. On rentre dans leur histoire de famille. Voilà. Et ça, je trouve que c'est ce qui reste encore aujourd'hui. C'est qu'on échange encore chaque semaine avec des sinistrés. Je les ai tous les mois, j'en ai plusieurs. Mais c'est ce lien qui a été tissé qui continue à vivre. Si c'est à refaire, je referai. Et j'incite même les gens
à devenir solidaires des autres pour des actions à mener et de monter eux-mêmes leur association. Nous, à l'heure actuelle, on a 1500 bénévoles qui sont venus au moins une fois et on pense très sincèrement que si demain il devait malheureusement y avoir une grosse difficulté dans le département et qu'il fallait se mobiliser, on aurait un bon tiers qui se mobiliserait dès le samedi suivant assez facilement. Cette entraide, née dans les Alpes-Maritimes, dépasse aujourd'hui les frontières. Alors l'association Indesnistrée continue toujours. Elle a continué en Belgique avec les OS, Mission Trekker et le Secours Populaire, suite à des inondations. En Italie, en Émilie-Romagne, pareil. Et puis en Espagne, dans la région de Valence, l'année dernière. C'est vrai qu'on a systématiquement envoyé des petites équipes avec le Secours Populaire, systématiquement, qui est vraiment notre associé privilégié sur ce type de mission, qui sont partis quelques jours à chaque fois pour aider à déblayer, mais surtout pour donner un coup de main sur l'organisation. Aujourd'hui, on s'est tourné plus vers des projets de résilience des territoires. Donc on va travailler par exemple sur le fascinage au bord des rivières, c'est-à-dire planter des arbres ou d'autres choses, ou tresser des poteaux pour que, en cas de crue, la terre autour des rivières ne tombe pas dans la rivière et donc n'aille pas faire des dégâts plus bas, des embâcles sur les ponts, etc. On revégétalise beaucoup les berges des rivières. On fait aussi beaucoup de plantations sur les montagnes pour pas que la montagne, avec les pluies, dévale. Donc voilà. En plus on continue quand même à aider des sinistrés de tempêtes, puisque malheureusement, après la tempête Alex, il y a eu Aline, et puis il y en a eu d'autres, et il y en a sans arrêt. Mais on travaille beaucoup sur des projets d'un peu plus grande envergure, où on essaye de se dire, bon ben voilà, des catastrophes, il va y en avoir, des pluies torrentielles, on le sait, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour que ces pluies, elles aient des conséquences qui soient moins dramatiques pour les gens ? En 5 ans, les associations Week-end Solidaire, Mission Trekker et Aide aux Sinistrés ont organisé plus de 300 chantiers bénévoles. Au total, ce sont plus de 2000 personnes qui ont contribué à la reconstruction des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Du bleu des rivages au blanc des sommets. On va chanter pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées. Voir tous nos souvenirs emportés par la boue, ensemble reconstruire, orphelins mais debout. Il n'y a plus d'arrière, il y a juste un pays. Il nous reste une terre qui nous unit. Du bleu des rivages au blanc des sommets. On va chanter pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées. La Roya, la Tinée, la Vésubie, tous ces noms qui résonnent dans nos vies. Du bleu des rivages au blanc des sommets. On va chanter